מאז תום המלחמה אני שרוי בתרדמה נמשכת. אני אמנם עובר מרכבת לרכבת, ממשאית למשאית, ולפעמים מעגלה לעגלה, אך הכל בתור שנה שמחה שאין בה חלומות. וכשאני פוקח לרגע את עיניי, אנשים סביבי נראים לי כבדים וחסכי מבע. Depuis la fin de la guerre, j'étais plongé dans un sommeil continu. Je passais de train en train, de camion en camion, de carriole en carriole, tout en demeurant dans un sommeil épais, dénué de rêves. Lorsque j'entrouvrais les yeux, j'apercevais des gens qui me semblaient lourds et inexpressifs. Je n'ai aucun souvenir de cette grande errance. Et il n'y a rien d'étonnant à cela. J'avalais la nourriture distribuée, ou plutôt les restes que l'on me donnait. S'il n'y avait eu la soif pour me torturer tout au long de la route, je ne me serais sans doute jamais levé, pas même pour une tranche de pain. Une sensation, cependant, émerge de ce voyage abruti de sommeil. L'eau fraîche et limpide des rivières, apaisant pour un instant trop fugace le feu qui brûlait en moi, avant que la soif me torture à nouveau. Les réfugiés me portaient à bout de bras. Si l'on m'oubliait, il se trouvait toujours quelqu'un pour venir me chercher. Mon corps a gardé l'empreinte de cette errance chaotique bien mieux que moi. J'avais parfois l'impression d'être porté dans le noir ou d'avancer en titubant. Apparemment, je ne saurais jamais ce qui m'est arrivé durant ces jours de sommeil. Hormis le timbre d'une voix qui s'adressait à moi, le goût du pain que l'on fourrait dans ma bouche, et à part ça, le brouillard. C'est ainsi que je suis arrivé là. On a relevé les bâches. Des gens et des ballots se sont déversés. Naples! Ont clamé les chauffeurs des camions. Le ciel était très haut. Le soleil brûlant se noyant dans la mer. La lumière était aveuglante. Je n'ai pas eu envie de me mêler à la bousculade pour prendre un lit d'assaut dans un baraquement ou faire la queue pour recevoir les vêtements distribués par les employés du joint. En dépit de leur effervescence, de leur soif de vie, tous ces gens pressés me semblaient grotesques. Je tenais à peine sur mes jambes. Tout au long de la route, des gens avaient tenté de me réveiller, de me fourrer du pain dans la bouche, de me persuader que la guerre était finie et que je pouvais ouvrir les yeux. Me manquaient les mots pour leur dire que j'étais prisonnier d'un épais sommeil, incapable de soulever mes paupières. J'essayais bien parfois de me réveiller, mais la torpeur était plus forte que moi. J'avançais sur la crête de vagues sombres en me demandant où j'allais. Surpris, je m'entendais répondre « à la maison ».
Seule une poignée de réfugiés cherchait à rentrer chez eux. Les autres se pressaient dans les trains et les camions en direction de la mer. Les gens savaient ce qu'ils voulaient. Moi, je n'avais qu'un désir. Retrouver mes parents. Une main me toucha. Et devant mon absence de réaction, me secoua. J'implorais, les yeux fermés. הנח לי. אני Laissez-moi, רוצה לישון. laissez-moi dormir. Il ne faut pas dormir tout le temps. העייפות שלי עוד לא נגמרה. הנח לי. Mais je suis encore fatigué, laissez-moi. L'homme s'exécuta avant de revenir à la charge. Mon sommeil était moins profond, et je sentais qu'il était déterminé à m'en sortir coûte que coûte. J'ouvris les yeux, et fus surpris de voir un homme agenouillé qui ressemblait à mon oncle Arthur, avec ses lunettes sur le nez. Je savais que ce n'était pas lui, mais la ressemblance me réjouit. « Que fais-tu là » demanda-t-il avec douceur. באתי עם הפליטים. Je suis arrivé avec les réfugiés. Vous venez d'où? אל תר, לא יכולתי להשיב. Je ne pouvais répondre à cette question. בשבועות האחרונים Les ניסיתי. lieux que nous avions traversés ces dernières semaines avaient été engloutis dans les vagues sombres, sans laisser de traces en moi. בלי זכר. Tout en me dévisageant, il me demanda si je voulais manger quelque chose. לאכול משהו. J'étais sur le point de réclamer un chocolat chaud, כוס קקאו. mais je compris que ce souhait était stupide. משל האווילית. C'était à la maison, רק בבית. et seulement là que ma mère préparait du chocolat chaud au petit déjeuner, au goûter, avant la tombée de la nuit. כוס קקאו. Je vais t'apporter un sandwich et du lait, dit l'homme. Et il se leva sans plus attendre. La ressemblance avec l'oncle Arthur s'accentua. À mon grand étonnement, il n'avait pas seulement sa silhouette et son visage, mais ses mouvements aussi. Et je décidai de lui demander s'il était communiste. Il revint avec un plateau rempli de victuailles. תודה. Merci, dis-je. Depuis que j'avais dit adieu à ma maison, des années plus tôt, personne ne m'avait jamais servi à manger sur un plateau. Bon appétit, dit-il. J'entendais ces mots pour la première fois depuis le début de la guerre. ערותי נפתחת מיום ליום, האוכל בשפע, החלב טרי וטעים, ואני זולל מכל הבא ליד. הוא ער, הוא יצא מן השינה, הצביע עליי פליט. Je m'éveillais un peu plus longtemps chaque jour. La nourriture était abondante, le lait frais et bon. J'engloutissais tout ce qui se présentait. Il est réveillé, il est sorti de son sommeil, dit un réfugié en me pointant du doigt, et je ne parvins pas à définir s'il se réjouissait pour moi ou non. Je souffrais de ce nouvel état qui me mettait à nu. Dans mon sommeil, j'étais relié à mes parents, à la maison dans laquelle j'avais grandi. Je continuais à vivre auprès d'eux sans aucune séparation.
à l'état d'éveil, j'étais comme expulsé de ce lieu protégé et me retrouvais blessé par des éclats aveuglants. Les dernières nuits, je ne dormais plus comme avant. Les voix extérieures déchiraient mon sommeil pour me pénétrer. J'étais malheureux de sentir que je me détachais d'une partie de moi-même. Luttant contre la lumière crue, j'aperçus un homme de taille moyenne vêtu d'une courte chemise paysanne en train de parler au groupe des adolescents. « Je vous explique, » dit l'homme d'une voix douce. « Nous commencerons par courir le matin avant de prendre le petit déjeuner. Puis nous étudierons l'hébreu en hébreu. C'est la meilleure méthode. Et dans le courant de la journée, il y aura des cours de gymnastique et de natation. Nous avons 2 barques ici pour apprendre à ramer. Et ensuite, que deviendrons-nous sans qui un garçon? Vous allez changer. En 3 mois, on ne vous reconnaîtra plus. Vous serez grand, robuste et bronzé. La langue se reliera à votre corps pour ne former qu'un. » Je ne comprenais pas tout, mais je saisis que si nous faisions ce qu'il disait, nous pourrions changer. Cette méthode m'ôterait une partie de moi. Je grandirais dans une autre direction. Sa voix exerçait une effrayante fascination. « Ephraïm, appelez-moi ainsi. On se retrouve demain après le petit déjeuner. » Après le petit déjeuner, je vis les jeunes gens se rassembler autour d'Ephraïm. Je me joignis à eux, et nous partîmes pour la mer qui scintillait déjà d'éclats aveuglants. Ainsi commença ma nouvelle vie. J'étais de plus en plus en éveil. La torpeur qui m'avait protégé pendant de longues semaines se dissipait. Les couches sombres qui m'enveloppaient tombaient de moi, une à une. J'allais bientôt être nu. Je compris que l'acquisition de la force physique serait longue, qu'il me faudrait suivre les recommandations d'Ephraïm, m'entraîner, m'assouplir et bronzer, extirper de moi les angoisses et les craintes, et me débarrasser des couches de sommeil qui me collaient encore à la peau. למחרת ראיתי בשנתי את הדוד ארתור גוער עליי, שואל בשלומי, ואומר לי שהדרך לאמונה באדם אינה הדרך שמוביל אותי אפרים. Cette nuit-là, dans mon sommeil, l'oncle Arthur se précipita sur moi, me demanda comment j'allais, et me dit que la route vers la foi dans l'homme n'était pas celle sur laquelle Ephraïm me conduisait. Il fallait que je comprenne une chose. Le salut n'était pas dans le corps, mais dans l'esprit. Le judaïsme des muscles était un terme tronqué. J'étais stupéfait de voir mon oncle Arthur, aux manières si distinguées, ainsi en colère contre moi. Il m'interpellait sans s'embarrasser de formules de politesse. Celui pour qui l'essentiel est que les Juifs soient musclés vit dans un monde où l'injustice règne. Les Juifs font partie de la famille humaine, comme tout le monde. L'homme précède le Juif. Je me réveillais et me levais, tandis que les autres dormaient encore. Après le rassemblement du matin, nous courions tous en criant en hébreu. Aleph, A, comme abri. Bet, B, comme bâtiment. Gimel, C, comme couverture. Dalet, D, comme dortoir. He, E, comme énorme. Et chaque jour, nous ajoutions des mots nouveaux. Les mots que j'ai appris sur cette plage sont reliés pour moi à la mer. Chaque fois que je prononce le mot Ohel, tente, je revois la toile tendue avec l'aide de mon camarade Marc et les pieux qui refusaient de s'enfoncer dans le sable. Le bleu de la mer était si intense que chaque mot nouveau se remplissait de cette eau avant d'être coulé en nous comme du métal par la brûlure du soleil. Un soir, Ephraïm revint sur cette nécessité de relier la langue au corps. L'hébreu était une langue musclée qui ne supportait ni faiblesse ni atermoiement. Chaque mot hébreu
renforçait le corps. Je ne compris pas comment cela opérait, mais les propos d'Éphraïm résonnaient comme des injonctions qu'il suffisait d'observer pour grandir comme il le fallait, en étant doté d'une pensée claire et ordonnée. Peu à peu, sans nous en apercevoir, nous étions en train de nous séparer de tout ce qui était en nous. הגטו, Le ghetto, המחבוא, les cachettes, היערות. les forêts. Après le rituel des chansons, nous tombions de fatigue sur nos lits de camp. C'était pour moi un sommeil différent, proche de celui que j'avais dans mon enfance à la maison. Un soir, je rêvais de ma mère. Elle me parla dans une langue dont je connaissais les notes, les intonations et les silences. Sa voix coulait en moi avec clarté, mais il m'était difficile de lui répondre. Après un long silence, elle s'inquiéta. מה קרה לך, יקירי? Que t'est-il arrivé, mon chéri? J'essayais d'articuler tout ce qui s'était produit pendant les années où j'avais été loin d'elle, mais le seul mot que je réussis à prononcer fut אמא. « maman ». Et ce mot lui procura une telle joie qu'elle ignora mes difficultés d'élocution et arbora un visage rayonnant. Je parvins enfin à lui révéler que j'avais une nouvelle langue. Elle me regarda avec stupéfaction et répéta שפה חדשה. « Une nouvelle langue ?» J'ajoutai que c'était une langue de la mer que l'on étudiait sur la plage et que l'on mélangeait aux couleurs et aux odeurs de la mer. Elle écarquilla les yeux. לשם מה נחוצה לך שפת ים? Mais pourquoi donc as-tu besoin d'une langue de la mer? ואת שפת אמך לא תטפח עוד? Et tu ne progresseras plus dans ta langue maternelle? Ne t'inquiète pas, maman. Les légendes du Nord que tu m'as lues tous les soirs avant le coucher existeront pour moi à jamais. Je me suis nourri de cette langue en ton sein. Mes os en sont encore imprégnés. Curieusement, ma mère semblait en douter. למה אתה מתקשה לדבר אליי? Mais pourquoi as-tu du mal à me parler? La langue de la mère est une langue forte, mais la langue maternelle est plus forte qu'elle, eus-je envie de lui dire, sans conviction. מה שהיה לי לתת לך, יקירי, נתתי בכל ליבי. Je t'ai donné tout ce que je pouvais, dit ma mère, la voix étranglée. Il est possible que je me sois trompée. J'étais une jeune femme sans expérience, et je t'assure que mes intentions étaient bonnes. S'il te plaît, mon fils, ne révèle pas le secret de notre conversation dans une langue que je ne peux comprendre, שפה שאני שומעת. dit-elle. Et elle disparut au moment où je me réveillai. Nous ne voyions pas les jours passer. Les exercices physiques et linguistiques nous façonnaient. Éphraïm était sans cesse sur le pont. Il était étonnant de voir l'effet que produisait sur nous l'entraînement. Nous avions grandi. Nos peaux avaient bruni. Et certains d'entre nous considéraient les réfugiés d'un air supérieur, en les appelant les déracinés, comme s'il s'agissait d'êtres infirmes, têtus, refusant de changer, se complaisant dans leur malheur infini, parlant une langue dont le lexique se résumait aux mots peine, mélancolie, douleur inguérissable, et se cachant derrière le rire gênant de ceux qui avaient survécu et s'en réjouissaient. Éphraïm nous informa que nous serions loin d'eux en terre d'Israël, au milieu des champs, des vergers et des plantations. Nous allions porter d'autres noms, et les mouvements de nos corps seraient mesurés, comme ceux des hommes qui travaillent la terre sans hâte ni frayeur.
אצל אחדים כבר רואה את הדיבור העברי. אני מתאמץ, אך מתקשה. ובכל זאת, גם אני חש שהמילים מחלחלות בי, ועושות את פעולתן הנסתרת בגופי. L'hébreu commençait à vibrer chez certains d'entre nous, tandis que je faisais des efforts pour y parvenir, et malgré les difficultés, je commençais à sentir les mots s'infiltrer en moi et accomplir leur mystérieuse action dans mon corps. Après 6 mois d'une formation qui comprenait l'entraînement physique et linguistique, la natation, l'aviron, et dans le plus grand des secrets, la familiarisation avec 2 types de pistolets, Ephraïm nous informa que nous allions bientôt monter dans un camion qui nous conduirait au port. Notre programme d'entraînement n'était pas achevé pour autant. Nous en avions terminé la première séquence. Les autres seraient effectués en Israël. À partir de là, nous allions être au service de la nation. Parler hébreu était une obligation, jour et nuit. Et en Israël, nous serions en mesure de faire le lien entre la langue et la terre. Un peuple sans terre est un peuple souffrant. בחצות לילה הגיעה המשאית. את ההוראות האחרונות העביר אלינו אפרים בהתחדשות גדולה. המשאית תביא אותנו אל הרציף. האונייה תהיה, יש להניח, גדושה פליטים. עליכם להיות מופת ולעזור לנכשלים, לחולים ולפצועים. גם באונייה יש להקפיד על דיבור עברי. עליכם להישמע להוראות הקברניט ולעוזריו ולהיות להם לעזר. Le camion arriva à minuit. Ephraïm nous transmit ses dernières recommandations avec beaucoup d'excitation. Le camion va vous emmener jusqu'au quai. Le bateau sera certainement rempli de réfugiés. Vous devez être exemplaires, aider les plus faibles, les blessés, les malades. Sur le bateau aussi, vous devrez prendre soin de ne parler qu'en hébreu. Écoutez le capitaine et son équipage. Soyez prêts à les seconder en cas de besoin. Le chaos était tel qu'il nous fallut 2 jours pour embarquer. La mer se déchaîna le lendemain de notre départ et tout le monde se mit à vomir. Il n'y avait pas la moindre équipe de secours à l'horizon. Les appels à l'aide restaient sans réponse. Au milieu de la masse humaine étendue sur le pont, je fus stupéfait de reconnaître le docteur Max Weingarten, professeur de latin au lycée, un ami de la famille qui était aussi proche qu'un oncle. Il venait parfois chez nous jouer aux échecs avec mon père. Je restais muet de surprise avant de parvenir à l'agripper en articulant son nom. Dr. Weingarten. Mais le docteur Weingarten craignait la tempête et avait peur de ne plus me revoir. Ce qu'il avait à me révéler semblait très important. Il éleva la voix pour dominer la rumeur de la foule et du ressac. Sais-tu que ton père, dans sa jeunesse, a failli partir à Berlin pour devenir rabbin? Il était pieux, dis-je. Il cherchait le chemin vers la foi, répondit Weingarten d'une voix qui me parut amplifiée. Et pourquoi n'est-il pas parti, dis-je? Parce qu'il a commencé à écrire. Il pensait que l'écriture lui donnerait la foi? Je suppose. Je l'ignorais, dis-je avec mes dernières forces. C'est ce que je pensais, mais ce n'est pas tout. J'étais si faible que je ne pouvais plus rien entendre. Je demandai pardon au docteur Weingarten et me traînai dans le coin où se trouvaient mes camarades. Je m'effondrais. Le bateau fut secoué ainsi pendant 3 jours. La mer faisait de nous ce qu'elle voulait, puis la tempête se calma. Et je sombrai dans un profond sommeil qui dura 2 jours. À mon réveil, je me demandais pourquoi Dr. Weingarten avait ressenti le besoin de me dévoiler que mon père avait voulu étudier à Berlin pour devenir rabbin. Je le cherchais autour de moi, mais ne le vis pas. L'agitation était à son comble. La violence grondait. Que fais-je ici? Me demandai-je en essayant de me rendormir. Mais le sommeil m'avait quitté. Mon monde intérieur était de nouveau en lambeaux. Notre bateau fut accosté par la marine britannique. Nous savions que des navires de guerre nous suivaient, mais nous ignorions qu'ils nous rattraperaient si vite.
Nous fûmes encerclés en un clin d'œil par des marins qui nous mirent en rang et nous firent débarquer au petit matin à Atlit, dans un camp entouré de barbelés. C'était une prison différente du ghetto ou du camp. Ici, nous pouvions marcher sans qu'un soldat nous hurle dessus. Ephraim prit soin que l'on obtienne un baraquement à l'écart des réfugiés. Je partis à la recherche du docteur Weingarten, que je trouvais recroquevillé sur un lit de camp. Il se leva pour me serrer dans ses bras, ranimant la flamme de mon monde intérieur. « Docteur Weingarten !» dis-je, en lui pressant le bras. Je ne pouvais lui dissimuler que pour l'heure. Il m'était difficile de lui parler de mon passé, mais j'avais très envie qu'il me raconte la suite de ce qu'il avait commencé à évoquer. Il tourna vers moi son visage en racontant très vite qu'il avait passé 1 an et demi dans un camp avec mon père. C'est grâce à lui que beaucoup de gens ont pu tenir et ne pas sombrer dans le désespoir, dit-il. Comment ? dis-je. Chaque soir, il racontait une histoire de Kleist ou de Kafka, ou une de ses propres histoires. Il avait une voix calme, et les gens le suivaient là où il les menait. Parfois, il racontait la même histoire, nuit après nuit. Les gens disaient que sa voix n'était pas de ce monde, qu'il avait été envoyé pour panser les plaies des hommes après une journée épuisante de labeur. Il disait aussi que ces histoires étaient des prophéties qui seraient interprétées plus tard. Il était lui-même, comme tous les prisonniers, terrassé par les humiliations. Mais lorsqu'il ouvrait la bouche dans l'obscurité de la nuit, sa voix soutenait les autres. 1 heure, parfois 2. Tandis que je l'écoutais, la silhouette de mon père grandissait devant moi. Et de nouveau, il me sembla différent de l'homme que j'avais connu. Docteur Weingarten était intarissable. Pendant toutes les années tranquilles d'avant-guerre, dit-il, ton père avait l'impression que son écriture ne menait nulle part. Mais vois ce miracle. Là où le monde était devenu enfer, sa voix résonnait comme une voix céleste. Je ne dormis pas cette nuit-là. J'imaginais mon père raconter quelque chose lentement, comme s'il comptait les mots. Et ses camarades de souffrance l'écoutaient en buvant chacune de ses paroles. Je m'étonnais de voir mon père, cet homme de taille moyenne qui n'avait jamais élevé la voix, parler nuit après nuit devant des dizaines de gens souffrants et torturés, qui ne perdaient pas une miette de ce qu'il disait. C'était là, précisément, dans le nouveau tumulte du camp d'Atlit, que j'entendais de nouveau la prosodie de mon père, son parler calme et riche en nuances. Il abhorrait les discours idéologiques, qu'ils fussent marxistes ou sionistes ou encore orthodoxes. Tous lui écorchaient les oreilles avec leur affirmation univoque. Et s'il citait parfois leurs slogans, c'était pour en faire jaillir le ridicule. Mon père avait des règles d'airain. Ne pas mettre en avant son moi, ni en parlant, ni en écrivant. אין אדם מבליט את האני שלו, לא בעל פה ולא בכתב. Exprimer une opinion ou un sentiment avant l'exposition des faits est inconcevable. הבעת עמדה או תחושה לפני הצגת העובדות פסולה. Porter attention aux détails constitue la plus belle parure du langage. הקפדה על הפרטים היא מהידורי הדיבור. Faire preuve de finesse, toujours. בקיצור, הדקויות. Ne jamais se prendre au sérieux. אך מעולם לא ברצינות גמורה.
réserver un espace à l'ironie qui distingue entre un homme qui pense et un homme qui se contente d'aligner des mots. תמיד יש לשמור פינה לאירוניה. האירוניה היא שמבדילה בין אדם חושב ובין אדם פולט מילים. J'avais perdu de vue ces règles alors qu'elles avaient accompagné mon enfance. À vrai dire, je les avais perdues dans le ghetto. Pendant la guerre, les hommes avaient recouru à un autre langage. Rugissements, grognements, cris, insultes, tout ce qui constitue la langue d'une foule entassée. Pendant ces années, je n'avais presque pas parlé. J'avais écouté, obéi, fait attention à moi autant que possible. Il n'y avait rien d'étonnant à ce que les sons aient du mal à sortir de ma gorge. À ce carrefour entre ce qui avait été et ce qui était sur le point d'advenir, je n'avais que peu de temps pour être avec moi-même. Mais durant les quelques heures où cela était possible, loin de songer à l'avenir comme on nous le demandait, je glissais dans une contemplation intérieure pour saisir les visions qui avaient sombré. Mon père et ma mère éclatants de jeunesse. Je voyais la lumière éclairer le visage de mon père penché sur le plateau d'échecs. « Où étais-tu, papa ?» demandai-je en essayant de surmonter la sensation d'étouffement qui m'étreignait. Ici. Mais pourtant, on nous a dispersés. On nous a déportés. Tu te trompes, mon chéri. Nous étions ensemble, même quand nous étions séparés. Les camps ont existé, ils ont disparu. Mais nous sommes restés ensemble. Il était là, pareil à lui-même. Le temps n'avait pas ridé son visage qui diffusait douceur et bonté. Seul son costume blanc était légèrement froissé. La cloche me réveilla. Je sortis mon cahier de ma pochette et j'écrivis. Le nom de ma mère. Bunia. Le nom de mon père. Michael. Le nom de mon grand-père. Meir Yosef. Ma ville de naissance. Tchernovitz. Notre rue. Masaryk. Les villages de mes grands-parents. Draginets. Jadova. Le nom de notre domestique. Victoria. L'appellation de la diligence qui nous amenait de la ville à la campagne. Fiaker. Mon surnom. Ervinko. C'était la première fois que je voyais les noms des membres de ma famille, de ma ville et des villages de mes grands-parents, écrits en hébreu. Ils étincelaient sur les pages du cahier comme s'ils avaient revêtu de nouveaux habits. Un remords me traversa. Je ne devais peut-être pas traiter ainsi ce qui m'était si cher. Et je faillis effacer la liste. והפקודה לצאת לפעולה ניתנה. מעתה ידבר הגוף בשפתו המלאה והחזקה. אל השעה זו התכוננו מאז נפולי. לא פעם שכחתי לשם מה הוכשרנו ושקעתי אל תוך מראות וחזיונות. L'ordre de mission arriva. Les corps allaient s'exprimer par la violence.
Nous nous étions préparés à ce moment depuis Naples, même si j'avais plus d'une fois oublié le but de notre formation et m'étais laissé aller à mes visions et hallucinations. C'était une mission sans éclat, mais notre première mission de combat tout de même. Le signal du départ fut donné peu après minuit, et nous nous enfonçâmes dans un bloc de silence et d'obscurité. Nous avancions selon les règles de progression dans la nuit. Un feu nourri s'abattit sur nous. Ceux qui n'étaient pas touchés se couchèrent pour riposter. Les autres hurlaient de douleur en appelant à l'aide. Des camarades d'une autre formation, placés en embuscade, vinrent à notre secours et liquidèrent la bande ennemie. Le tout dura quelques minutes, mais pour ceux qui furent touchés, dont moi, la vie se scinda en deux. Les 17 ans et demi avant le premier tir d'un côté et le reste de la vie de l'autre. Je restai 2 jours sans connaissance. Et à mon réveil, une jeune infirmière s'approcha de moi et me demanda mon prénom. Je le lui donnai. Elle me dévisagea d'un regard tranquille et dit « C'est un beau prénom. » J'ai bien fait. Le lendemain, je refusais encore d'admettre que mes blessures étaient irréversibles. Les piqûres n'apaisaient pas mes douleurs, mais j'espérais que le diagnostic était erroné. J'avais revu ma mère dans mon sommeil. Et son sourire ne révélait aucune angoisse. Elle avait bien entendu pris connaissance de mes blessures, mais comme moi, elle pensait qu'elles étaient superficielles et que je tiendrais bientôt sur mes jambes. Plus loin que je me souvienne, mon père écrivait la nuit. Il écrivait sans relâche, mais tous ses manuscrits étaient refusés. Son visage s'affaissait et s'assombrissait à la vue des paquets qui lui étaient retournés. Ma mère s'agenouillait près de lui et l'assurait que tout n'était pas perdu, mais le visage de mon père restait fermé. Cette nuit-là, je vis mon père à son bureau en train d'écrire. J'eus l'impression que ses efforts rejoignaient les miens pour que mes jambes renouent avec mon corps. Je voulais l'appeler pour lui dire qu'on allait agir ensemble, avant de réaliser ma méprise. Il n'y avait pas de lien entre son écriture et mes blessures. Les jours passaient. Et en dehors du docteur Winter, les médecins parlaient de la paralysie de mes jambes comme d'un fait irréversible. Leurs murmures parvenaient jusqu'à moi, sapant mes espoirs. Mais je luttais pour ne pas céder au découragement. J'avalais les médicaments que l'on me donnait. Et lorsque la douleur s'intensifiait, l'infirmière me faisait une piqûre. Une autre nuit, je vis mon père à son bureau. Contrairement aux fois précédentes, il n'était pas voûté, réconforté peut-être par les encouragements de ma mère ou par ce qu'il avait écrit. J'osais lui demander « Contre quoi te bats-tu, papa ?» Sa tête émergea des feuilles devant lui. Je craignis qu'il m'en veuille de l'avoir interrompu à tort. Il me regarda avec une bonté paternelle. « Je me bats contre les mots, » répondit mon père. Sa réponse m'apparut comme une énigme à résoudre. Et pourquoi te battre contre les mots ? Parce qu'ils sont très vite faussés. Comment savoir ce qui résonne juste et ce qui résonne faux ? למשל, המילה אני. לכאורה אין פשוט ממנה, אבל היא טומנת בחובה הרבה סכנות. האני אוהב לסקוף ראש ולהתנשא. Prends le mot « je ». En apparence, il n'y a pas plus simple, mais il contient de multiples dangers. Il aime redresser la tête et être imbu de lui-même. C'est un gros défaut.
Un jeu sans discrétion est un jeu אני, abîmé. Le mot « nous » אנחנו, présente encore plus de difficultés. Il est prétentieux et il faut se méfier de lui. Un « nous » אנחנו, dans lequel il n'y aurait pas du « je אני, » est un mot creux. « Merci, papa », dis-je sans avoir tout compris. Il tourna soudain la tête vers moi. בני, אני עשיתי מה שהיה ביכולתי לעשות. Mon fils, j'ai fait ce qu'il était en mon pouvoir de faire, c'est-à-dire pas grand-chose. Le destin ne m'a pas mené sur la bonne voie. J'ignore ce qu'il va advenir, où je vais aller avec le temps, mais je vois que Dieu t'a doté d'un cœur sensible. Tu réussiras là où j'ai échoué. Papa, je ne veux pas prendre cette responsabilité. זה לא מסע, זו עבודת קודש. אם מותר לי להשתמש הפעם בצירוף עמוס. Ce n'est pas une responsabilité, c'est un travail sacré, si je peux utiliser cette notion quelque peu connotée. Ma voix se fit suppliante, mais j'ai été blessé et je ne sais même pas si je vais pouvoir marcher. Je voulus lui dire que je n'avais plus de langue, que j'avais perdu ma langue maternelle, même si je la parlais toujours, et je doutais que ma nouvelle langue prenne racine en moi. Je n'eus pas le temps d'entendre sa réponse, mais sa main tremblante semblait dire « Sois patient, Dieu te protégera ». L'évocation du divin m'étonna chez lui. Il s'en méfiait beaucoup et reprochait à ma mère de dire parfois « grâce à Dieu ». Deine weiße Stern streckt zu mir deine weiße Hand. Meine Wärter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. Seh es dunkelt, seh er Finkel in mein kellerdicken Blick. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zurück. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zurück. Und ich will doch Gott getreue dir vertrauen, mein Vermeg. Weil es mont in mir a Feier und in Feier meine Tage noch in Kellern und Löcher wenn die mörderische Ruhe läuft ihr her über Dächer und ich such wo bist du wo läuft ihr her über Dächer und ich such, wo bist du wo? Le 16 février, j'allais avoir 18 ans et ma vie me semblait déjà très longue. La vie avant-guerre, le ghetto, la cachette, l'errance après-guerre, Naples, la traversée pour venir ici, Athlite, le travail sur les terrasses et dans les plantations, les entraînements intensifs, ma blessure au combat, mes 7 opérations. 18 années ne pouvaient contenir tout cela. Mon ami Robert vint me rendre visite et m'apporta des oranges. Il me demanda soudain ce que je voulais faire dans ma vie. La question me troubla. Et je m'apprêtais à répondre que je n'en savais rien, mais je dis autre chose que je n'avais jamais formulée pour moi-même. אני רוצה להיות סופר. Je veux être écrivain. Qui a semé en toi cette envie ? Demanda-t-il prudemment. Il faut croire que c'était en moi. J'espère que tu réussiras. Toute sa vie, mon père a voulu être écrivain, dis-je en sentant aussitôt que j'aurais dû taire cette douleur. Que s'est-il passé ?
Il n'est jamais parvenu à trouver une forme d'écriture aboutie. Son talent s'exprimait plutôt à l'oral. Robert me fit mal sans le vouloir. En quelle langue comptes-tu écrire? בעברית, אני מניח. En hébreu, je suppose. J'ai l'impression que cette langue, dont je ne connais que la couche supérieure, l'hébreu moderne, va me relier à tout ce que j'ai emporté avec moi. On dit que l'on peut s'exprimer comme il faut uniquement dans sa langue maternelle. Mais cela fait des années que je n'ai pas de contact avec elle. J'espère que les lettres hébraïques vont me rattacher à ce qui est caché en moi. Ces derniers jours, בימים האחרונים je passe mon temps à recopier des passages de la Bible. יושב ומעתיק מהתנ"ך. J'ai entendu ma mère dire que les artistes en début de carrière recopient des toiles de maître. נוטים Mon père était en désaccord avec cette méthode, arguant que la copie n'est jamais bénéfique. חיקוי אינו Je copie lentement chaque jour 2 ou 3 paragraphes, en prenant soin que chaque lettre soit distincte des autres et son tracé net. מבטלה, ברורה. Je ressens la force cachée dans la graphie hébraïque, מרגיש את הכוח. heureux d'être en contact avec elle. מדע קרוב אליה. Quand mon camarade Beno a vu ces textes, אני מעתיק il s'en est grandement étonné. בנושל. Je ne savais comment lui exprimer le fond de ma pensée. Je dis enfin, les lettres hébraïques ont une beauté antique qui m'émeut. יש יופי תדמון. Je voulais lui dire que la copie continue et quotidienne me rapprochait non seulement de la forme des lettres, mais aussi du rythme des phrases. מביא אותי להתרגשות. Tu te prépares à devenir écrivain? ייתכן. C'est possible. אינני יודע. À vrai dire, je ne sais pas encore vers quoi je tends. אם לומר את האמת. Cette nuit-là, je rêvais que les lettres hébraïques אולי s'agitaient sur la page blanche. אותי J'essayais de les organiser en phrases, יתרוצץ. mais elles se dérobaient en moi. משפטים חמקו J'en ממני. fus tout d'abord amusé avant de m'adresser à mes doigts. Doigts, doigts, ואז vous devez vous exercer. אצבעות. Les phrases ne pourront pas venir autrement. להתאמן, בלי משפטים. Je m'éveillai en sueur. Cette nuit-là, j'écrivis 4 lignes. ולא נותרה מילה אחת שלא צורפה בקור הכאבים. נסגר הגעש בתוכי על בריח ודלתיים. Il n'est pas resté un seul mot qui ne soit contaminé par la douleur. Le volcan en moi est verrouillé, enfermé à double tour. Je me corrigeais un nombre de fois infini, conscient qu'il restait du travail, mais mes mains se crispaient et je posais le stylo sur le papier. Je sentis que mes efforts pour me relier aux lettres et les efforts du docteur Winter pour rattacher mes jambes à mon corps étaient un même combat. Le jour où les lettres seraient au bout de mes doigts, je guérirais. Un matin, je sentis les os de mes jambes s'allonger. Je me levai, non sans effort, et fis quelques pas, comme le docteur Winter me l'avait conseillé. Je contins ma joie. Après cette opération n'ayant apporté que d'infimes changements, ou des sensations imperceptibles qui n'étaient peut-être que l'expression d'un désir, j'étais devenu un expert en espoir déçu, ce qui m'incitait à la prudence. Les douleurs m'assaillaient, mais mon corps, à ma grande surprise, palpitait tranquillement. Un vif élan me parcourait malgré la souffrance. Je voulais avancer. Des feuilles de papier et un stylo étaient posés devant moi. Je me servis un cognac que m'avait offert un convalescent. J'appréciais la brûlure de l'alcool. Je n'étais pas pressé de prendre la route. Il me semblait qu'il fallait que je rassemble encore quelques forces avant de m'atteler à la tâche. J'étais concentré, עשיתי. attentif, mais je ne voyais rien. אבל לא ראיתי דבר. Autrefois, les douleurs et les hallucinations étaient autant de mises en garde pour éviter que je m'égare, mais là, ותמרורים. je ne voyais ni le chemin, ni l'ombre de son commencement, הדרך. et encore moins les raccourcis. ולא לומר Des mois de préparation ne m'avaient préparé à rien. חודשים של הכנות. Tout était prêt et moi je restais pétrifié, tel un golem. מוכן. אני Je faillis me lever pour ouvrir la fenêtre, comme le faisait mon père parfois. לקום. Mais cette simple action me sembla irréalisable. הפעולה הזאת. Je rejetai ma tête en arrière. Un autre mouvement de mon père, גם תנועה זו. lorsqu'il s'abandonnait à sa détresse. ברגעים של מצוקה. Je n'avais pas encore trouvé la justesse musicale. J'avais fait des essais.
Mais une chose était sûre. Je devais commencer par ma première maison, là où est restée cachée la musique de mes parents. J'avais cette sensation depuis plusieurs jours, mais elle venait de prendre forme. Je m'approchai de la table, me servis une rasade supplémentaire de cognac, pris une longue inspiration et rentrai la tête dans les épaules, comme pour m'apprêter à courir. Je sentais que les efforts auxquels je m'étais soumis n'avaient mené à rien, mais une autre force, bien plus puissante que moi, me poussait dans le dos. Je me glissai vers la feuille et commençai à écrire. לשוב הביתה. לשוב הביתה. Rentrer à la maison. Qui n'a entendu au fond de lui ce murmure? לשוב הביתה. Rentrer à la maison est un cri du cœur qui enfle en chacun de nous chaque fois qu'une douleur aiguë l'assaille, ou lorsqu'une décision est requise et que l'on est tenaillé par des doutes écrasants, ou la plupart du temps, lors d'une heure sombre, lorsqu'on ploie tout entier sous le poids de nos échecs. Alors, à ce moment-là, s'ouvre soudain le merveilleux portail qui invite à entrer dans la première maison. אל הבית הראשון. La maison éternelle, הבית הנצחי. qui se tient devant nous, העומד. intacte. La première maison, הבית הראשון. c'est le père et c'est la mère. הוא אבא והוא אמא. Ils se tiennent sur le seuil. עומדים בפתח. Mon père partira bientôt s'occuper de ses affaires et je resterai avec ma mère. אמא. Cette séparation assombrit un instant le matin clair. J'aime la présence de mes parents et ce qu'elle diffuse. קרבתה. L'eau de toilette dont mon père s'asperge le visage après s'être rasé. L'odeur de la cigarette après le repas. Et les senteurs de l'eau de Cologne qui émanent du cou de ma mère. צווארה של אמא. Je demande en tremblant, « Pourquoi nous quittes-tu, papa ?» למה אתה עוזב אותנו, אבא? C'est ainsi. J'ai un déplacement, répond-il en enfilant son manteau d'été blanc. Je vois bien qu'il n'est pas en mon pouvoir de l'empêcher de partir. Il monte dans la carriole et disparaît de ma vue. Ma mère, si attentive à ce que je ressens, s'agenouille pour me serrer dans ses bras et m'éloigne doucement de la peine, en me serrant contre son sein si doux. אל חיכה הרך. Les soirées d'été ici sont longues et se fondent lentement dans la nuit blanche. Mon père raconte à ma mère ce qui s'est passé tout au long de la journée. On retrouve dans ces histoires la scierie, les moulins et bien sûr les péniches qui voguent sur la rivière. רפסודות על הנהר. Je ne comprends pas le flot de mots qu'ils échangent, mais je capte des mots isolés qui se transforment aussitôt en images. Je vois devant moi la scierie bruyante, les ouvriers tirant les planches jusqu'aux scies immenses qui découpent le bois en longueur et en largeur. Lorsque j'entends le mot péniche, רפסודה. je vois les eaux vertes et bouillonnantes de la rivière et une peur enfouie מימיו frissonne en moi. הירוקים. פחד Nous חמור. nous asseyons ensuite sur la terrasse. Ma mère découpe une belle pastèque rouge et mon père me consacre enfin du temps. Nous construisons ensemble un château avec les cubes. Miro, le chien, nous observe de loin, immobile. Il est déjà tard, כבר מאוחר. mais les lueurs du soleil couchant continuent de briller dans des tons rouges, bleus et or. להבהב אדום כחול. Le jour et la nuit se confondent Yom en s'enivrant Valaila. de couleurs. זה בזה. Mon père et moi nous appliquons à construire un château et ses dépendances. Ma mère nous observe, adossée contre deux coussins. Elle ne fait aucune remarque, ne pose pas de questions. Et lorsque le château est terminé, qu'il s'élève bien haut et large au-dessus des autres bâtiments, mon père se redresse pour demander « Alors, comment est notre château, Bougna ?» מעשה אומן. Une œuvre d'art, répond maman. Je suis fatigué. Les ailes du sommeil me caressent, mais je lutte pour rester éveillé et entendre les oiseaux de proie dont les cris déchirent l'obscurité. Une à deux fois par semaine, mademoiselle Christina, une belle jeune fille portant des vêtements de la ville, vient en début d'après-midi pour m'enseigner à lire, écrire et compter. Elle fait des études en centre-ville et retourne chez ses parents dans les environs pour les week-ends, les fêtes et les vacances d'été. Les heures en sa compagnie sont pleines de douceur et de gaieté. Nous lisons, nous écrivons, et nous nous arrêtons parfois sur un mot comme « céleste » ou « proie ». Nous cherchons un synonyme que nous ne trouvons pas toujours facilement. Apparemment, je suis meilleur en calcul. Je connais par cœur toutes les tables de multiplication. Quand le temps le permet, nous faisons une promenade jusqu'au fleuve parfois.
Christina m'apprend un poème ou me raconte une légende. En chemin, j'aperçois une petite cabane avec un toit vert et pointu. Quel étonnement! Je suis passé ici souvent et c'est la première fois que je la remarque. Christina, qui a noté ma surprise, dit « C'est une chapelle. » ילדים בנו אותה? Ce sont des enfants qui l'ont construite. Les enfants ne construisent pas. אני בניתי עם הבת טירה בחצר. מי גר בקפלה? Moi, j'ai construit un château avec mon père dans la cour. Qui habite dans la chapelle? Personne. Les gens entrent là pour prier. Tu veux voir? Christina ouvre la porte et me dévoile une vision magnifique. Un tableau représentant une mère allaitant son enfant. Et à ses pieds, sur une étagère, 2 grandes bougies de cire dont la lumière parcourt le tableau et le fait vivre. Christina incline la tête et se signe. גם אני צריך להצטלב? Moi, je dois faire le signe de la croix? Non, les Juifs ne se signent pas. J'étais si stupéfait que je ne fus pas attentif par la suite à ce qui se présenta à nous. Une jeune femme nageait nue dans le fleuve avec des mouvements rapides et rythmés. J'étais sur le point de demander à Christina si elle la connaissait. « Ce n'est pas bien de nager nue !» dit-elle avec une colère contenue qui me dissuada de lui poser la question. Mais l'impression qu'avait fait sur moi la chapelle était si forte que toute la nuit, je vis le grand sein contre lequel étaient posées les lèvres du bébé. יום שישי, אחר הצהריים, מוקדש למוזיקה. אנו יושבים בגזותרה ומאזינים למוזיקה קלאסית. בנעוריה נגנה אמא בפסנתר. אתה כמעט אינה מנגנת. אני אוהב להתבונן בה, בפניה עד שהיא מאזינה. עיניה נפתחות בהשתהות והיא מקמצת את שפתיה. Le vendredi après-midi, nous prenons place dans la véranda pour écouter de la musique. Dans sa jeunesse, ma mère a joué du piano, mais elle ne joue presque plus. J'aime l'observer en coin lorsqu'elle écoute de la musique, les yeux grands ouverts, sous l'effet de l'émerveillement, les lèvres closes. Mon père écoute d'une toute autre manière, tête baissée, sans rien montrer de ce qu'il ressent. Ma mère aime décrire ce qu'elle entend avec des mots riches de couleurs qui peuvent remplir tout un tableau. Un jour, Christina m'a dit qu'il était bon d'écouter de la musique à l'église. למה? Pourquoi? Parce que là-bas, la musique se relie au ciel ובבית אינה מתחברת? et pas à la maison. L'église est la porte du ciel. À la maison, nous ne parlons pas comme Christina. Ma mère s'exclame parfois « Grand Dieu !» אלוהים אדירים. Mais c'est un signe d'étonnement, pas une adresse à Dieu. Christina aime démonter les expressions toutes faites et chercher des synonymes. Je m'interrogeais. Est-ce que céleste était synonyme de divin? Allein in Weg in Breiten, es glanzt der Weg durch die Neppelstäub. Still die Nacht, der mit Berherd Gott reden, und die Sterne singen Gott allein, und die Sterne singen Gott allein. Auf den Himmel wunderlich und herrlich, es ruht die Erde in Wonschein gehielt, was je ist
mir azoi bank und schwerlich. Wart ich was, sie hab ich was verspielt. Wart ihr was, sie hab ich was verspielt. Nein, ich wart von Leben gar nicht weiter. Und der Nacht naht mich euch nicht viel. Ich such nur Ruhe, beherrn aber Freiter, losen als anschlossen werden still, losen als anschlossen werden still. Nicht mit jenem kalten Schlaf und Käfer, ewig gelaufen wollt ihr haben Lust. Schlagen soll mir leben gern nicht weiter, hat Dick sie heben soll die Brust, hat Dick sie heben soll die Brust. Tag und Nacht ich Herren soll sich ziehen, a Gesang von Liebe und a Schier. Und a dem soll begrienen bliehen, beugen sich und räuschen über mir. Beugen sich und räuschen über mir. Je finis d'écrire les dernières phrases au petit matin, étreint par la fatigue, ou plutôt par une forme de paralysie. Les premières lueurs du jour étaient encore enveloppées de brume. J'ouvris la fenêtre pour sentir la fraîcheur immobile. Et soudain, la musique qui avait entraîné mes doigts sur les feuilles blanches me revint. Et je sus que la porte qui obstruait ma route avait été forcée. À partir de là, il ne restait plus qu'à tailler dans la pierre. J'entendis soudain la voix de ma mère, aussi claire que si elle avait été dans la même pièce que moi. N'aie pas peur, tu as fait ce que ton père voulait faire. Tu as réussi à écrire et tu n'as reculé devant le prix à payer. Comment le sais-tu ? J'ai été avec toi à chaque instant de souffrance. Et lorsque je ne savais pas ce qui se passait, je demandais au docteur. Je me sens beaucoup mieux. Je peux même sortir seul. Que Dieu t'aide. Je fus surpris par ces mots avant de comprendre qu'ils n'étaient pas les siens, mais ceux de son propre père. Tu as le droit de te réjouir. Maman, quand je vois le chemin qui s'ouvre devant moi, j'ai envie de tomber à genoux pour implorer pitié et miséricorde. De quel chemin parles-tu ? Je viens de forcer la porte de l'écriture, et ce qui s'est révélé à moi est au-delà de mes forces. Maintenant, je peux te dire que ton père était sûr que tu y arriverais. Je prie pour être aussi assidu que lui. Tu as montré que tu en étais capable. C'était bien ma mère, sa voix, sa sollicitude, mais pas ses vêtements, qui étaient blancs comme ceux d'une infirmière. Et je vis soudain la salle d'opération où l'on m'avait conduit cette fois. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi partout où tu iras. Où est papa ? Il n'est pas encore entré des camps, mais dès qu'il sera là, je lui parlerai de cette avancée fulgurante, et il en sera heureux. Un père n'est pas jaloux de son fils. Je suis sûre qu'il te racontera des choses qui pourront t'aider. Je vis de nouveau l'entrée du tunnel. Je sus que le chemin commençait là, qu'il fallait tailler la pierre à main nue. Ma mère fut effrayée par la vision qui me traversait. Tu feras comme tu pourras. Personne n'est sommé d'aller au-delà de ses forces. Tu as commencé à apprendre l'hébreu à Naples. Tu as poursuivi dans la plantation, suivi les entraînements, et une fois blessé, tu as recopié des passages de la Bible. Le travail dans les champs et ces heures de copie ont affûté de magnifiques outils. Maintenant que tu les tiens entre tes mains, je n'ai aucun doute que Dieu t'aidera. Maman, d'où te viennent ces mots ? Tout a changé dans mon monde, il faut que tu le saches. Ce qui était ancien ne l'est plus, et ce qui est nouveau me semble parfois vieillot. Les mots entendus dans mon enfance s'écoulent facilement dans ma bouche, et c'est précisément le langage qui était mien
qui me fait aujourd'hui défaut. Bénis-moi, s'il te plaît. Je demanderai à mes ancêtres de te bénir. Et toi, tu ne veux pas le faire? Quand j'étais petite, je connaissais les prières et les bénédictions, mais elles se sont perdues au fil des années. Je vais te serrer dans mes bras. Ce sera ma bénédiction. La nuit suivante, j'annonçai à ma mère: j'ai fait tomber le barrage. Je m'apprête à rentrer à la maison. Quelle maison? La nôtre. Mais il n'y a plus rien là-bas. Je veux être de nouveau dans tous les endroits où nous avons été ensemble. Les Carpates ne m'ont pas quitté dans toutes mes errances. L'heure est venue de les revoir de mes yeux. C'est difficile de vivre si longtemps seul et en exil. Mon chéri, tes paroles me font peur. Un être de chair et de sang ne peut s'engager dans un tel voyage. Tu dois guérir d'abord et tenir sur tes jambes. Et c'est le voyage qui me guérira. Le docteur me le répète: marche, mon enfant, marche. Je crois que cela me dépasse. Maman, je dois le faire. Les arbres, les rochers et les collines m'expliqueront ce que je ne comprendrai pas. Et si je n'arrive pas à voir les merveilles, l'enfant qui est resté là-bas me les montrera. J'en ai tant vu dans mon enfance, mais j'ignorais qu'il s'agissait de prodiges. Je marcherai d'un endroit à l'autre, jusqu'à ce que je sois passé par tous les lieux où nous avons été, et par tous ceux sur lesquels j'ai entendu des histoires.